aujourd'hui, je prévois de vous parler des pratiques d'écriture amateurs sur le web. Et il faut que je précise d'emblée que les réflexions que je vous présente sont le fruit de recherches que j'ai menées pour l'écriture d'un livre, un livre consacré aux pratiques artistiques numériques amateurs, que j'ai réalisé en collaboration avec Sophie Limard pour la première partie de l'essai qui est consacrée à l'image, avec Annick Girard qui est professeure à l'Université de Montréal pour la partie qui est consacrée à la musique. Et moi, je me suis, quant à moi, intéressée essentiellement à la partie consacrée au texte. Donc ce livre, il a apparu aux presses de l'Université de Montréal et vous pouvez en consulter gratuitement une version numérique augmentée en ligne. Et puis vous pouvez aussi, si vous souhaitez, acheter le livre en version papier, mais c'est pas obligé. Mes collègues et moi sommes partis du constat opéré par le sociologue Patrice Flichy, selon lequel on assiste depuis plusieurs décennies à une forte croissance des activités amateurs. Et celles-ci ont été particulièrement rendues possibles du fait de l'avènement du web participatif qu'on dit 2.0. Donc l'amateur va désigner à la fois l'individu passionné, c'est celui qui aime, en même temps que le non-expert, le non-professionnel, voire le dilettante. Le terme est chargé de connotations relativement ambivalentes, lesquelles sont d'ailleurs sans doute à l'origine de leur prise en considération tardive par les chercheurs et les chercheuses. L'amateur se caractérise par l'activité qu'il déploie en réponse à l'objet de sa passion, activité qui est de l'ordre du loisir le plus souvent. Et donc, depuis sa fondation, le web est en grande partie le résultat de productions amateurs. Ça va du féru d'informatique qui va travailler dans son garage au hacker. La cyberculture s'est construite en partie grâce à des acteurs enthousiastes. Et donc une nouvelle génération d'amateurs se rejoint dans l'idée du bricolage numérique, de ce qu'on va appeler le fan art, mais aussi du partage, plus généralement, du partage d'images, de sons, de textes, devançant par là même les institutions culturelles qui peinent à suivre le rythme de cette révolution artistique sans précédent. Donc, entre faire soi-même et faire ensemble, l'amateur impose ainsi, de par ses pratiques hybrides, une nouvelle conception de la créativité médiatisée et conduit les entreprises, comme les législateurs, à s'adapter à ce nouvel ordre créatif. Et là, je pense à des éléments comme le Creative Commons, par exemple, ou les logiciels libres. Or, toutes ces pratiques ont jusque-là été principalement abordées sous l'angle sociologique, au détriment, selon mes co-autrices et moi-même, d'une prise en compte des enjeux créatifs inhérents à ces nouvelles pratiques culturelles de partage. Donc, sans aborder le sujet de façon totalement binaire, on séparait les domaines de l'artiste et les domaines de l'amateur, on souhaitait sonder les modalités d'hybridation visuelle, sonore, textuelle dans les espaces numériques. Et donc, en analysant le contenu et la forme des productions amateurs, il s'agissait pour nous d'interroger les conditions d'émergence, ou non d'ailleurs, on le verra ensemble, d'esthétique qui seraient propres aux nouvelles pratiques artistiques issues de ce web 2.0, lequel est caractérisé depuis plusieurs années par la simplification de la mise en ligne des contenus et la capacité d'interaction sans cesse renouvelée avec les usagers. Alors, vous le savez peut-être, aujourd'hui, un blog, ça s'ouvre en 3 clics à peu près, et on monte des vidéos depuis son téléphone portable, on fait des photos depuis son téléphone portable, et nul besoin d'être ingénieur en informatique pour produire des images et des vidéos. Donc, ce soir, nous nous concentrerons néanmoins sur un seul pan de la création amateur sur le web, celui qui a trait à l'écriture, d'où le 50 nuances d'écrit amateur. Alors, depuis la Renaissance et l'émergence de sa figure classique, l'imaginaire collectif va parer l'auteur d'une certaine noblesse, d'une grandeur que je qualifierais de hugolienne, que la légalisation de son statut puis sa professionnalisation au XIXe siècle, finalement, n'auront que corroboré. Néanmoins, il faut rappeler que de l'Antiquité au Moyen-Âge, voire jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et là je cite Dieu et Parinet, les auteurs n'ont ni statut ni fonction spécifique, rien en tout cas que leur confère leur qualité d'écrivain.
Et les auteurs sembleraient donc avoir longtemps été des amateurs avant d'être des professionnels. Et force est de constater qu'aujourd'hui, face notamment à l'augmentation du nombre de publications, au fait que le nombre d'écrivains a été multiplié par 3 entre 1979 et 2013, une grande majorité des auteurs contemporains, quand bien même parfois très reconnus, ne vit pas de sa plume. Donc la question du statut amateur ou non de l'auteur littéraire se joue tout entière dans le miroir, et j'ai envie de vous demander aux alouettes, de la reconnaissance qui nous contraint à interroger dans un mode tensionnel la popularité et l'institutionnalisation de leur production, sinon d'ailleurs de leur être même. C'est que les formes d'écriture amateur contemporaine, en plus de multiplier les vues et les succès populaires sur le web, sont de plus en plus fréquemment relayées par les institutions littéraires légitimantes hors du net. Alors il peut s'agir des éditeurs, des prix littéraires, mais aussi, preuve en est, par les chercheurs et chercheuses en littérature. Il ne s'agira pas pour nous ce soir de sanctionner ce qui fait littérature ou non. Encore faudrait-il définir de manière ontologique, de manière radicale une ontologie littéraire, tâche à laquelle on ne saurait faire autrement que de se refuser. Mais il s'agira plutôt d'interroger comment les pratiques d'écriture amateur sur le web, telles qu'elles se déploient sur une pluralité de plateformes, il peut s'agir de blogs, de forums, de réseaux sociaux, et aussi se caractérisent par leur caractère multimédia. Les textes sont souvent associés à des vidéos et des images. Comment ces pratiques-là se fondent sur une mise en jeu du statut de l'auteur, du statut du lecteur, mais aussi des processus de reconnaissance, de légitimation littéraire. Donc pour analyser cela, nous nous intéresserons d'abord aux fanfictions. Celles-ci, les fanfictions, constituent une pratique dominante des écrivains amateurs sur le web. Ces textes sont rédigés par les adeptes de produits culturels de masse à partir de leur sujet de prédilection. Alors, il peut s'agir de Harry Potter, de Hunger Games, de Twilight. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier de ces ouvrages-là. Oui, non, bof, ok. Je vois mes étudiants qui hochent la tête. J'aborderai tout ça avec vous. Puis, nous montrerons comment, notamment grâce aux réseaux sociaux ou à des plateformes communautaires de publication, les amateurs renouent d'une pluralité de manières avec la pratique du feuilleton, reprenant en même temps que déplaçant les codes inhérents au genre du feuilleton. Et puis, en dernière partie, nous verrons que toutes ces pratiques sur le net forment un vivier sans précédent de futurs auteurs pour les éditeurs. Et les amateurs sur le web ne peuvent désormais ignorer les retentissants succès littéraires tels que celui de 50 Shades of Grey, de l'autrice britannique E.L. James. Et il faut savoir que ce roman, qui a été publié en mai 2011, était initialement une fanfiction dérivée de Twilight, publiée d'abord sur Internet. Donc Twilight, c'est un roman de Stephanie Meyers, dont vous avez peut-être entendu parler, qui globalement raconte les histoires tumultueuses et amoureuses d'ados vampires et de loups-garous, et qui a fait l'objet de plusieurs adaptations filmiques. Donc, en 1979, Pierre Bourdieu, dans La Distinction, décrit le fan comme une caricature de public populaire ou petit bourgeois. Le fan est, selon lui, et là je le cite, voué à une participation passionnée, mais passive et fictive, qui n'est que la compensation illusoire de la dépossession. Donc un public qui serait complètement aliéné par la culture de masse et qui n'aurait aucune conscience de la manière dont il est manipulé. Puis ensuite, dans les années 1990, un certain nombre de chercheurs comme Henry Jenkins, et là ou John Fiske, ou encore Laurence Grossberg et Camille Bacon-Smith, donc je vous ai mis les références, tous ces chercheurs vont mettre le fan au centre de leur discours et en proposer une vision bien plus positive que celle de Bourdieu. Donc se développent à travers leurs travaux, et vous pouvez remarquer qu'ils sont tous parus en 1992, se développent avec leurs travaux ce que l'on a appelé les fan studies, les études de fans anglo-saxonnes, grâce auxquelles le fan semble enfin pouvoir échapper à la stigmatisation dont il faisait jusque-là l'objet et être vraiment pris au sérieux.
Donc, lecteurs passifs et aliénés sous la plume de Bourdieu, les amateurs, les fans, deviennent actifs et critiques en regard de ces études de fans. Et c'est dans la lignée de ces études-là que je me situerai en partie. Donc, Henry Jenkins est un des plus importants chercheurs au sujet de la culture de fans. Et donc, pour lui, les fans de médias sont des consommateurs qui produisent, des lecteurs qui écrivent et des spectateurs qui participent. Donc, le fan est ainsi l'incarnation de l'activité du lecteur qui va chercher à interpréter les œuvres souvent commerciales, mais il trouve surtout du plaisir. En même temps qu'il y trouve un moyen de socialisation. Et cette socialisation, c'est un élément extrêmement important de la culture de fans. Donc, espace alternatif, les communautés de fans sont des lieux d'expression collective, mais aussi des lieux de création identitaire. Donc, que les fans se réunissent en fan club, créent des forums en ligne, produisent des textes, des vidéos ou des posters, je vais vous donner quelques exemples, ou créent des communautés à partir de la pratique du cosplay. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la pratique du cosplay. Le cosplay, c'est la contraction des mots anglais costume et player, joueur. Et le cosplay, c'est un loisir qui est particulièrement populaire au Japon, qui consiste à jouer le rôle de personnages fictionnels. Alors, il peut s'agir de dessins animés, de mangas, de films, de jeux vidéo, et d'imiter leur apparence. Donc là, je vous ai donné des exemples de cosplayers de Game of Thrones, de Star Trek et de mangas. Donc, ce sont les productions hybrides créées par les fans à partir d'une œuvre originale que l'on nomme fan-fiction. Donc il peut s'agir de textes, de vidéos, de dessins qu'ils vont réaliser sur les thèmes des œuvres qu'ils s'approprient et qui sont diffusés en grande partie par les médias sociaux, mais aussi par des blogs et autres plateformes web. Donc, ainsi, en termes de production de fans autour de l'univers de Harry Potter, on peut trouver des Tumblr de fan art. Là, je vous ai mis 2 pages où les amateurs publient leurs propres illustrations des aventures du fameux magicien à lunettes. Donc, les écrits autour d'Harry Potter se développent également sur des blogs qui sont intégralement consacrés à Harry Potter, comme, si vous voulez jeter un œil, hpfanfiction.org, ou dans des sections spéciales de sites qui sont dédiés aux fanfictions, comme fanfiction.fr, que vous pouvez voir au tableau. Et on trouve aussi de nombreuses fanfictions sur des plateformes d'autopublication comme Wattpad, et je reviendrai sur Wattpad d'ici quelques instants. Donc, les fanfictions sont des récits élaborés par les amateurs d'œuvres multimédia en vue d'en développer l'univers. Alors, il peut s'agir d'écrire une suite à l'œuvre originale. Dans le vocabulaire très particulier de la fanfiction, l'œuvre originale, on l'appelle le canon. Donc il peut s'agir d'écrire une suite à l'œuvre ou encore ce qu'on appelle un préquel, c'est-à-dire l'histoire avant l'histoire. Ou alors il peut s'agir de combler certains fils narratifs qui auraient été laissés vacants. Donc les fanfictions, qu'on appelle aussi fanfic, reprennent les thèmes, les personnages principaux ou secondaires des œuvres littéraires et audiovisuelles préférées de leurs auteurs, à partir desquels ils vont inventer, développer des nouvelles trames, créant le plus souvent des personnages inédits, voire même se mettant en scène eux-mêmes au sein de l'univers de fiction. Et donc, pour exemple, une des pratiques emblématiques de la fanfiction, c'est le slash. Alors, dans le slash, les amateurs se plaisent à inventer des relations homosexuelles entre les personnages du canon. Ainsi, le site FrenchKS, alors le slash, c'est pour la barre oblique entre les initiales des protagonistes. Donc FrenchKS est consacré aux fanfictions et fan art, narrant les aventures amoureuses et érotiques du capitaine Kirk et de Spock. Sont célèbres, tirés de la célèbre série Star Trek. C'est édifiant à lire, je vous assure. Donc, à travers leur production, les fans ne sont plus simplement des consommateurs passifs, de purs récepteurs, mais plutôt des participants actifs qui vont façonner leur propre culture, se positionnant parfois à l'intérieur de la logique culturelle des divertissements dont ils s'emparent, mais aussi capables d'interroger, de les subvertir, de subvertir ces produits qui sont souvent édulcorés, il faut bien le dire. Donc, il ne s'agit pas pour les fans de plagier ou de reproduire les textes, mais plutôt de les réécrire sans cesse, de les transformer de manière à approfondir, donc je vous le disais, un fil narratif qui aurait été sous-exploité, ou reprendre, réparer des aspects qui ne les auraient pas satisfaits.
Donc en cela, les fanfictions demandent une connaissance approfondie de l'œuvre originale. Elles supposent de la part de l'amateur de développer un esprit critique, une analyse de ces lignes narratives, mais aussi de développer une aptitude à l'écriture. La multiplication des plateformes dédiées à cette pratique témoigne de sa vivacité. Là, je vous ai mis une liste de sites de fanfiction, mais j'aurais pu la continuer pendant des pages et des pages. Donc, pour exemple, parmi d'autres, là, je vous ai mis une capture d'écran de fanfiction.net, qui est un des sites les plus consultés et où sont publiés le plus de fanfictions. Ces plateformes ne sont pas seulement des outils de diffusion ou des supports d'écriture, mais forment de vraies communautés, des communautés de lecteurs et d'auteurs qui vont se rassembler autour de leurs œuvres favorites. Et donc là, dans l'exemple affiché, c'est toutes les fanfictions à partir de l'univers de Star Wars. Les membres de ces communautés endossent aussi fréquemment des fonctions éditoriales, en se faisant correcteurs et relecteurs. Ils vont commenter les récits publiés, donner des conseils, exprimer des encouragements, mais aussi leur désir sur les suites à donner aux événements narrés par leurs confrères et consoeurs. Les sites de fanfiction fonctionnent ainsi comme des silos. Alors le terme de silo, je l'emprunte à Olivier Ertscheid, et pour lui, le silo va désigner la forme que prennent certaines plateformes sur le web qui vont circonscrire un univers clos, censé se suffire à lui-même. De manière que l'internaute n'ait ni le désir, ni la nécessité, finalement, de sortir du site ou de l'application. Il reste toujours dans le site. Facebook, c'est un exemple parmi d'autres de silo. Et les sites de fanfiction fonctionnent en effet en vase clos, tant toute la chaîne de production du texte est prise en charge par la communauté. C'est la communauté qui écrit, qui édite et qui lit. La qualité du récit est sanctionnée donc par les membres et par des évaluations. Alors, en l'occurrence, pour fanfiction.fr, il s'agit d'étoiles. Ainsi que cette qualité du récit, elle est aussi sanctionnée par les réactions. Le nombre de likes, le nombre de lectures, le nombre de téléchargements. C'est pour ça que je vous ai mis le petit carré là. Là, on a affaire à une fanfiction qui a été téléchargée pour Le Chameau, qui est une fanfiction tirée d'Harry Potter, qui a été téléchargée 15 000 fois, quand même. Donc, l'écrivain amateur qui est le fan sur le web trouve donc sa reconnaissance au sein de sa communauté et court-circuite de ce fait toutes les institutions légitimantes usuelles que sont les éditeurs, les critiques littéraires, les prix qui vont récompenser le meilleur ouvrage. Les nouveaux médias, et particulièrement le web, ont ainsi permis que se développe une culture de la participation inédite qui autorise l'émancipation des instances traditionnelles de légitimation littéraire, mais aussi transcende la sacralisation des textes et des œuvres pour finalement mieux se les approprier. En effet, donc, les productions de fans ébranlent profondément le rapport à la culture, ici perçue comme une soumission à la hiérarchie des œuvres. Les fans reprennent les œuvres appartenant à la culture de masse, qualifiées de manière un peu méprisante de sous-culture, les plaçant en deçà des productions littéraires et artistiques institutionnalisées par les musées, par exemple, ou les galeries pour l'art, mais pour la littérature, ça peut être les universités, les académies, les prix littéraires. Donc les fans vont s'approprier ces œuvres pour leur qualité signifiante. Ils les interprètent sérieusement, ils les interprètent assidûment, comme un chercheur le ferait finalement. Puis, à partir d'elles, ils vont proposer de nouvelles productions. Harry Potter ou Twilight deviennent ainsi des sujets d'analyse, des objets porteurs de signification dignes d'être extrapolés. L'écrasante majorité des fanfictions qu'on trouve sur les sites comme fanfiction.net sont conçues à partir d'une trentaine d'œuvres, parmi lesquelles seulement 2, dans le cas de fanfiction.fr, 2 dépassent les 100 000 histoires dérivées, et il s'agit de Harry Potter qui compte 752 000 histoires, Twilight 218 000, et donc et au niveau des animés, Naruto connaît 407 000 histoires, et donc on voit la densité de production des amateurs. Sauf quelques rares exceptions, toutes les fanfictions se doivent de manifester leur lien avec l'univers de fiction originale. Et donc pour cela, ils ont recours de manière quasi systématique à ce qu'ils appellent un disclaimer. Alors un disclaimer, c'est un avertissement
qu'on retrouve généralement en tête de l'œuvre. Il s'agit d'un court texte qui consiste en une sorte de décharge de responsabilité ou une explication des droits de propriété intellectuelle afférents au canon, d'ailleurs, comme à la production de fans. Ce disclaimer, il fait partie des règles d'usage des écrits de fans et montre leur respect, en même temps que cela montre leur dépendance à l'égard de l'œuvre originale. Ainsi, l'écriture des fans sur le web, elle est doublement subalterne. D'abord parce qu'elle est une écriture que je qualifierais à la suite de Genette au second degré, parce qu'elle est dépendante du canon. Ensuite, parce qu'elle est subalterne par sa position au sein de la hiérarchie culturelle. L'attachement à la culture de masse en fait un objet largement critiqué par les autorités institutionnelles, mais comme le fait remarquer justement Jenkins, être fan, c'est aussi parler depuis une identité fondée collectivement. C'est forger une alliance avec une communauté d'autres personnes à la défense d'un certain goût, qui, par conséquent, ne peut être considéré comme totalement aberrant ou idiosyncrasique. Donc cette subordination au texte premier, c'est le moteur du désir d'écriture, et ce, quand la subordination à la hiérarchie littéraire, elle explique en partie que ces fanfictions, elles se développent en particulier sur le web. Au sein de cet espace qu'est le web, pour le meilleur ou pour le pire, chacun peut diffuser ses écrits et être lu, sans l'intermédiaire des acteurs classiques de la chaîne du livre, sans légitimité littéraire institutionnalisée. Donc les fans s'inscrivent dans cette culture du braconnage, du remix, que le web intensifie, et dans laquelle s'incarne un passage plutôt de la lecture traditionnelle à une lecture-écriture. Emmanuel Souchier le notait déjà en 1996, l'écriture informatique a transformé le statut d'auteur et désacralisé la notion de texte. Tout texte devient matière manipulable par n'importe qui. Alors certains pourront y voir les possibilités d'un plagiat généralisé que finalement l'aisance avec laquelle on peut faire des copier-coller sur le net incarne. D'autres y verront une infinité de possibilités créatives, de possibilités ludiques. C'est selon. D'autant qu'il est difficile de nier la dimension pédagogique des procédés de réécriture ou même de la pratique du pastiche en général, sinon peut-être du plagiat. Il y a mes étudiants, je n'ai rien dit, je ne vais pas le dire. Le rôle de tels exercices dans le devenir auteur ne peut être nié si l'on se fie à l'histoire littéraire, qui est peuplée, comme on le sait, de plagiaires notoires. Et là, je pense par exemple à Lautréamont, qui, dans Les Chants de Maldoror, s'inspire très fortement de la Divine Comédie de Dante et a emprunté des passages entiers, par exemple, à Buffon. Et je pense aussi à la phrase de Giraudoux dans Siegfried que j'aime beaucoup, qui dit « Le plagiat est la base de toutes les littératures, excepté de la première, qui d'ailleurs est inconnue. » Donc, si les textes de fanfiction peuvent occasionnellement être diffusés en une seule fois, c'est ce que les amateurs de fanfiction appellent des one-shots, ils sont néanmoins le plus souvent publiés par leurs auteurs sous forme épisodique, un chapitre après l'autre. Les lecteurs peuvent ainsi suivre l'histoire au fur et à mesure de son écriture. Donc ce format de parution se rapproche incontestablement de celui des séries télévisées, dont le succès ne dément pas depuis plusieurs années, elle-même n'étant que l'avatar du format feuilletonesque qui s'est développé bien avant les séries télé. Je vais y revenir. Les pratiques d'écriture amateur sur le web ressortent pour beaucoup donc de cette sérialité, telle qu'elle est favorisée en grande partie par le média numérique. Et donc, si le blog était, depuis les années 2000, et le succès en France des skyblogs, alors je ne sais pas qui se souvient des skyblogs ici, mais c'était les premiers blogs en France, ils étaient hébergés par le site de Skyrock, et ont connu un franc succès jusqu'à ce que la plateforme des skyblogs se meure. Donc jusqu'à peu, les blogs étaient le média favori pour cette écriture quasi quotidienne, mais depuis quelques années, les blogs sont grandement concurrencés par les réseaux sociaux ou les plateformes d'autopublication. C'est pour ça que je vais m'intéresser plutôt aux réseaux sociaux et aux plateformes d'autopublication. Les réseaux sociaux ont la particularité de proposer le plus souvent une écriture par statut, favorisant donc une écriture brève,
souvent centré sur soi, qui transforme les usagers en micro-diaristes. Tout un chacun devenant écrivain, finalement, et possédant un lectorat. Vous publiez un statut Facebook, cela fait de vous, peut-être à défaut d'être un écrivain, mais vous avez aussi un lectorat. Les réseaux sociaux sont donc le lieu d'une auto-narration permanente, et en cela, donc, tous les usagers se font, pour utiliser un gros mot marketing, storyteller, raconteurs d'histoire. Mais certains vont assumer cette fonction de raconteur d'histoire de manière beaucoup plus ostensible, beaucoup plus revendiquée que d'autres, et vont transformer totalement leur pratique des réseaux sociaux en un projet éditorial, littéraire, pouvant être d'ailleurs tout aussi autobiographique que fictionnel. Ceci nous amène à Caroline Calloway. Donc Caroline Calloway, c'est une jeune américaine qui a à peu près une vingtaine d'années et qui poste le récit de ses aventures sur les réseaux sociaux depuis juin 2012. Donc elle obtient sur les réseaux un succès grandissant et son lectorat va dépasser petit à petit le cercle de ses amis, de ses connaissances, pour atteindre aujourd'hui plus de 608 000 abonnés sur Instagram. Instagram, c'est son réseau de prédilection, hein, mais aussi sur Facebook, elle a 53 600 abonnés, 50 700 sur Twitter. Bon, bref, elle est lue. Caroline Calloway, c'est une étudiante en histoire de l'art qui relate son expérience en Angleterre à l'université de Cambridge. Il s'agit pour elle, et là je la cite, de raconter l'histoire de sa vie, celle d'une jeune américaine face aux déboires académiques, aux rencontres amicales festives, aux tumultes amoureux. Donc à travers le hashtag AdventureGrams, Calloway va donc documenter sa vie. Son approche médiatique est hybride. Chacun de ses posts sur Instagram est constitué d'une image et d'un texte. Donc, pour les images, il peut s'agir de photographies d'elle-même, mais aussi de ses amis, les paysages des lieux qu'elle a visités, la captation de ses repas aussi. Hein. Et ces images, comme ces textes, dépeignent une vie qui semble avant tout tenir du conte de fées. Donc, à ce titre, son petit ami Oscar, que vous pouvez admirer ici, jeune et séduisant étudiant suédois, fait indubitablement figure de prince charmant. Et les somptueux bâtiments du campus de Cambridge forment un décor de château tout à fait remarquable. Donc chacune de ces images est soigneusement choisie, traitée par la jeune femme qui les recadre. Elle va utiliser des filtres afin d'esthétiser au maximum ses prises de vue. Ces prises de vue sont toujours en lien direct avec le texte qui les accompagne. Elles illustrent le lieu où le récit se déroule ou un des protagonistes. Donc Calloway, par exemple, ici, agrémente le récit de son voyage au Danemark par une photographie de Copenhague, flanquée d'un titre précisant le nom de la ville dans une typographie stylisée. Et on va retrouver un même effet sur chacune de ces illustrations de voyage. Donc elle va à Gênes, elle va à New York. Et donc cette attention à la typographie, de même que le désir de construction d'une continuité entre ces différents posts, souligne le caractère construit de son récit. Et on a bien affaire chez Calloway à un véritable travail d'écriture et puis d'éditorialisation d'elle-même, qui l'a conduit en partie à décrire son projet comme étant des mémoires. Et là encore une fois, je la cite. Elle construit une narration, et ça il faut bien le dire, elle construit sa narration a posteriori de son expérience à l'étranger, avec un décalage de 1 an. En fait, elle est déjà rentrée de Cambridge quand elle commence à publier ses aventures sur Instagram. Elle le fait selon une progression bien établie, et ce, afin de ménager une véritable intrigue pour son lectorat. Et cela se révèle notamment à travers ses posts, qui sont ponctués de dialogues, mais aussi d'éléments de suspense qui sont matérialisés par le fait qu'à la fin de chacun de ses posts, elle écrit « to be continued ». À la fin de chacun de ces posts, donc une manière de garder ses lecteurs en haleine. Ces textes vont alterner description des lieux qu'elle a visités, narration précise des événements qu'elle a vécus, mais aussi retranscription de ses pensées, de ses sentiments personnels sur un mode qui se veut honnête et spontané, et elle aime à le répéter très souvent dans ses entretiens. Et pour elle, ceci est un gage de respect pour son lectorat, qui ne se laisserait pas prendre à trop de fictionnalisation et d'exagération de sa vie. Le pacte autobiographique de Calloway est ainsi celui d'une sorte de Jean-Jacques Rousseau des réseaux sociaux. Et je cite Jean-Jacques Rousseau qui dit « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature,
et cet homme, ce sera moi. Donc, pour le chercheur Philippe Lejeune, dont je vous ai mis la référence là, sur le PowerPoint, Philippe Lejeune, c'est un spécialiste en matière d'autobiographie. Hein. Pour lui, l'autobiographie, c'est un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Et donc, chez Calloway, on assiste bien à un tel travail, et ce, quand bien même son récit paraît souvent empreint d'une certaine préciosité, hein, qui se manifeste notamment par l'affectation avec laquelle elle a recours au dialogue. On n'utilise pas le dialogue, personne dans ses posts sur les réseaux sociaux reproduit des dialogues. Donc c'est un usage tout à fait particulier. Qui est vraiment loin d'être usuel sur Instagram. Cette affectation, on la retrouve aussi dans sa gestion de la temporalité du récit. Parce que Calloway, par exemple, effectue souvent ce qu'on appelle des prolepses, où elle anticipe en fait sur des événements à venir, et c'est ce qui lui fait dire, et je la cite, enfin je la traduis, « Oscar me dira plus tard qu'il est tombé amoureux de moi la première fois qu'il m'a vu dans ma combinaison pyjama. » Et on peut que le comprendre. Du fait de son statut amateur, la démarche de Caroline Calloway se pose comme un objet de tension, hein, entre la tradition littéraire autobiographique et le phénomène de l'extimité sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le terme d'extimité, c'est un terme qui a été pointé notamment par Lacan, hein, par Jacques Lacan, pour je l'ai mis là, pour illustrer le fait que rien n'est jamais ni public ni intime. Hein, dans la logique de la figure mathématique qu'on appelle la bande de Mobius, hein, pour laquelle il n'existe ni dehors ni dedans. Et donc le sociologue Serge Tisseron va reprendre le terme à Lacan pour lui donner une définition un peu plus précise et différencier le concept d'extimité de celui, par exemple, d'exhibitionnisme. Et donc, il va inscrire cette extimité dans une dynamique de construction identitaire qui serait bien plus positive que celle de l'exhibitionnisme. Et donc, pour Tisseron, si l'exhibitionnisme est une forme de cabotinage, hein, l'extimité est le processus, et là je le cite, par lequel des fragments du soi intime sont proposés au regard d'autrui afin d'être validés. Le désir d'extimité est inséparable du désir de se rencontrer soi-même à travers l'autre, mais aussi d'une prise de risque. Et on voit bien comment ce sont ces processus d'extimité qui se jouent sur les réseaux sociaux. Donc, le souhait d'être validé au regard d'autrui se retrouve chez Calloway, du fait même de sa présence donc, sur les réseaux, mais aussi dans le nombre de commentaires, de likes qui sont postés à chacune de ces publications par des lecteurs tout aussi attentifs, assidus, encourageants, passionnés. Et je ne vous cache pas que les émoticônes en forme de cœur pleuvent à chacun de ces posts. Grâce à son succès donc, auprès des internautes, l'américaine obtient fin 2015 des contrats d'édition avec Penguin Random House au Royaume-Uni, avec Macmillan Publishers aux États-Unis et en France aussi avec Hugo et compagnie. Donc son livre, qui était censé paraître à la fin de l'année 2017, et bon, visiblement il y a un tout petit peu de retard, hein, devra paraître dans les semaines à venir sous le titre de « And We Were Like a Memoir ». Et si, quelque part, le fait d'être édité intronise la jeune femme comme autrice, ceci ne doit pas évincer la littérarité même de son expérience sur le web. La démarche de Calloway fait en effet sous bien des aspects littérature. Alors, d'une part, parce qu'elle est l'objet d'une réflexion construite et que l'autrice opère un véritable travail sur la narration, ce que je vous ai dit jusque-là, mais d'autre part, parce qu'elle construit aussi à travers son usage des réseaux une posture octoriale finalement des plus classiques. Recherche de la production d'un contenu original, construction d'un pacte de lecture autobiographique, désir d'être apprécié d'un lectorat, volonté de créer un récit qui soit littéraire, véritablement, hein, c'est-à-dire finalement de former une matrice de sens. Sa démarche s'inscrit également dans une histoire littéraire, hein, qui serait tout à la fois celle de l'autobiographie, celle du feuilleton, dans une certaine mesure aussi celui du roman initiatique. Et donc la singularité de Calloway est d'effectuer tout cela
en détournant les codes et habitudes d'écriture sur les réseaux sociaux, les transformant ainsi en de véritables supports narratifs et littéraires inédits. J'aimerais effectuer désormais avec vous un petit détour par le roman feuilleton du XIXe siècle, qui est une manière de mettre en perspective ces pratiques-là. Parce que autobiographie sur Instagram ou fanfiction en épisode sur des blogs ou des sites dédiés, toutes ces pratiques feuilletonesques méritent d'être placées dans la lignée de ce véritable âge d'or de la fiction sérielle qu'est le XIXe siècle. Et donc, c'est grâce au perfectionnement des presses à imprimer qui se développent au début du 19e, c'est grâce à ces presses à imprimer que se développent au début du 19e les journaux et les périodiques à grand tirage, et dans leur sillage, un genre de publication inédit qu'est le roman feuilleton. Et en ce qui concerne le roman feuilleton, je me base sur les travaux de Daniel Aubry, dont je vous ai mis la référence ici. Donc, le roman feuilleton est caractérisé par un mode de publication fragmenté dans le temps, qui peut être quotidien, hebdomadaire ou mensuel, sur une période qui peut aussi varier en fonction du succès du roman feuilleton. Le roman feuilleton au XIXe s'inscrit donc dans un moment d'émergence de la littérature dite industrielle, et la sérialité se situe d'emblée dans le domaine de la culture de masse, de la diffusion à grande échelle des produits culturels. Elle a donc trait à la littérature populaire, et elle se distingue donc dès son origine d'une culture littéraire qui serait plus institutionnalisée, et cela va donner lieu à une querelle tout à fait particulière, cette querelle dite du roman feuilleton. Et pour la querelle, je me base sur les travaux de Lise Dumasy. Donc, alors, cette querelle, elle dure globalement de 1836 à 1848, et elle va opposer un grand nombre d'acteurs littéraires, donc à la fois des écrivains, mais aussi des journalistes, des critiques, des hommes politiques. Donc, tout ce beau monde va interroger l'évolution et la place de la littérature face à l'émergence de ce dispositif médiatique inédit pour la diffusion des textes qu'est la presse. Presse qui engendre forcément de nouvelles conceptions de l'autorité et du lectorat. Donc, on voit bien alors comment le rapprochement peut être fait avec les productions littéraires sur le web. Avec les journaux et leur multiplication au XIXe, le lectorat est en effet considérablement élargi, et non seulement d'ailleurs du fait de l'industrialisation de l'imprimerie, mais aussi grâce à l'essor de l'alphabétisation, corollaire d'une démocratisation, et qui a pour corollaire une démocratisation de la lecture. Et donc, comme le remarque Aubry, du point de vue des pratiques d'écriture des auteurs, cette évolution, elle ne peut pas être sans conséquences. Et donc se développe alors avec le roman feuilleton un certain goût pour l'intrigue, pour les descriptions, pour le trivial, le concret, qu'on va retrouver dans tous les récits propres au roman feuilleton. Et les querelleurs, les fameux querelleurs du roman feuilleton, vont déplorer cette tendance qui, selon eux, se fait au détriment de la fonction argumentative, rhétorique et persuasive de la littérature. De même que cela se ferait, selon eux, au détriment de la psychologie des personnages. Ils vont se lamenter également de la commercialisation de la littérature, qui, avec sa popularisation, ne saurait à leurs yeux que dévoyer la littérature de sa grandeur. Donc, le roman feuilleton se voit réservé aux classes moyennes et populaires, et en cela, finalement, il est dévalorisé. Toutefois, comme l'aura démontré la postérité, la presse aura été également le vivier de grands écrivains dont nul ne saurait mettre en doute désormais les qualités littéraires de leurs écrits. Alors c'est le cas de Balzac, par exemple, ou d'Alexandre Dumas. Donc seul l'avenir nous dira si le prochain Balzac se trouve parmi les youtubeurs, instagrammeurs et twittos amateurs de ce monde, mais l'histoire nous apprend à ne pas céder au jugement esthétique trop hâtif. Le roman feuilleton, parce qu'il ne peut manquer d'être considéré comme une forme littéraire féconde, une forme littéraire créative qui va transcender ces enjeux purement économiques, va inaugurer finalement un trouble dans cette vision un peu romantique des belles lettres, et qui effectue une séparation entre la haute et la basse culture. Et donc c'est en cela, c'est du fait de cette séparation-là, que les pratiques sérielles amateurs sur le web peuvent être comparées sous bien des aspects au roman feuilleton.
la sérialité, elle possède un impact décisif sur chacune des étapes allant de la création à la consommation du récit. Mais elle est aussi à l'origine d'une esthétique singulière qui va finalement à l'encontre des contraintes de légitimation. Alors, du point de vue créatif, le roman feuilleton du 19e, il est à l'origine du développement de nombreux sous-genres populaires. Et donc, c'est le cas, par exemple, des romans de mœurs, des romans de KPDP et des romans sentimentaux. Et de la même manière sur le web, on assiste à la naissance de nombreux sous-genres, tels que celui de la chick-lit. Alors, la chick-lit, littéralement, en fait, c'est encore un anglicisme un peu barbare qui qualifie un genre littéraire qui est destiné à un public essentiellement féminin et qui est largement produit aussi par des femmes. Alors, le roman de chick-lit, pardon, je vais y arriver, emblématique, c'est Bridget Jones, hein, et chick-lit, littéralement, c'est la littérature pour poulettes. Et donc ces sous-genres-là populaires que sont la chick-lit, mais aussi la science-fiction, le thriller, et puis ce qu'on appelle aussi la beat-lit, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, fleurissent sur le web. Alors la beat-lit, c'est littéralement, c'est pareil, encore un anglicisme, c'est la littérature qui mord, beat comme bite, hein, bite, beat, beaten. Et en gros, dans la beat-lit, on va avoir affaire à des romans à base de loups-garous, de vampires, tout ce qui peut vous mordre potentiellement. Donc, tous ces sous-genres que d'aucuns relègueront au domaine de la paralittérature ou de la littérature industrielle ou encore du roman de gare, en somme de la littérature populaire, on les voit fleurir dans toutes les productions amateurs sur le web, qui forment de ce fait un vivier incomparable pour les éditeurs contemporains à la recherche du prochain succès commercial, ces fameux best-sellers, parmi lesquels la paralittérature règne en maître incontestable. Donc, prenant acte de la production importante des écrits amateurs sur le web, et puis aussi de ce désir de faire œuvre, de nombreuses plateformes d'auto-édition vont y voir là une manne commerciale et donc vont se développer depuis quelques années. Donc, pour vous donner quelques exemples, les plateformes sont très nombreuses, mais je vais m'arrêter à 2-3. La première, qui s'appelle Atramenta. Atramenta propose de publier gratuitement en ligne et en lecture libre les ouvrages des auteurs amateurs. Alors, en échange d'une somme allant de 59 € pour les e-books à 69 € pour les livres en impression à la demande, ce qui n'est quand même pas donné, les auteurs peuvent aussi d'ailleurs vendre leurs ouvrages sur le site. Donc, Atramenta fait office d'éditeur et de libraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en matière de travail éditorial, il n'y a aucune relecture qui soit effectuée par des professionnels. S'il y a des relectures, celles-ci ne se font que grâce à des lecteurs bénévoles. Et donc ici, comme avec les fanfictions, c'est toujours la communauté qui endosse le gros du travail, et le lecteur finalement se fait aussi éditeur amateur. Quant à la mise en page et aux couvertures des ouvrages qu'on trouve sur Atramenta, tout cela est pris en charge par des logiciels, tout ça est automatisé par des logiciels, par des formulaires en ligne, et encore une fois, c'est l'auteur qui se charge de tout. Et qui paye aussi, bien sûr. Donc, ça, c'est un premier exemple. Le second exemple que je vous propose, c'est un site qui s'appelle jelivremonhistoire.com, qui est lui aussi destiné donc aux auteurs amateurs et offre en fait la possibilité, alors toujours moyennant finance, que les auteurs amateurs mettent en ligne gratuitement 20% environ des livres qu'ils veulent proposer. Alors, et si le début de texte, si ces premiers 20% semblent prometteurs à un lecteur, il peut ensuite contacter directement l'auteur et acheter la suite. Donc, ça, c'est 2 exemples, mais il existe aussi un certain nombre de réseaux sociaux qui sont entièrement consacrés aux auteurs, comme Scribd ou Wattpad, sur lequel je vais me baser bientôt. Quel que soit en fait le site ou le réseau social, le web apparaît pour de nombreux aspirants auteurs comme un moyen de se faire remarquer par un éditeur traditionnel et donc de vivre son rêve littéraire. Toutefois, pour le dire sans détour, à ce sujet, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Si, comme Caroline Calloway, certains auteurs amateurs arrivent à sortir du lot et se faire remarquer par des maisons d'édition hors du web, la grande majorité des auteurs amateurs restera sur le carreau. Ce qui n'empêche pas les amateurs de rêver et les médias de relayer les succès de quelques happy few, contribuant ainsi à faire du web cet espace utopique où tout semble possible. Et c'est cela que j'appelle le mythe 50 Shades of Grey. Petite photo de menottes quand même, ça aurait été dommage. Il est en effet difficile de ne pas avoir entendu parler du roman de l'autrice britannique, donc James, 50 Shades of Grey, qui en français c'est 50 nuances de Grey. Donc initialement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait d'une fanfiction qui est dérivée de Twilight, donc d'abord publiée sur des sites spécialisés. 50 Shades of Grey est ensuite auto-publié sur le site de James. Puis ensuite, il est proposé en impression à la demande par un autre site web qui s'appelle The Writer's Coffee, peu importe. Et ultimement, il est repéré par un éditeur papier qui s'appelle Vintage Book, qui va l'éditer en avril 2012 dans une forme très largement révisée, parce qu'il y avait du travail. Donc, le roman sera vendu à plus de 125 millions d'exemplaires, traduit en 52 langues et adapté en film en 2015. Donc pour tout cela, et aussi du fait de son caractère érotique, il ne faut pas se leurrer, il va faire l'objet d'un buzz dans les médias internationaux, et ce, malgré des critiques littéraires déplorables. 50 Shades of Grey incarne en somme le rêve de tout amateur qui confondrait célébrité et consécration littéraire. La plateforme d'autopublication Wattpad ne s'y est pas trompée et base une partie de sa communication sur le succès de certains de ses auteurs, nourrissant ainsi l'espoir chez tous les aspirants écrivains que compte le site. Donc, Wattpad, c'est un site qui a été créé en 2006 par deux Canadiens qui s'appellent Alan Lowe et Ivan Ewan. Et on y trouve actuellement plus de 100 millions d'histoires, dont la majorité relève de cette littérature populaire que je décrivais tout à l'heure, donc de la chick lit, de la beat lit, mais aussi de la fanfiction. Ça, la fanfiction, c'est vraiment le domaine de prédilection des utilisateurs de la plateforme. On trouve aussi de la science-fiction et puis des polars. Donc l'audience, elle est au cœur de l'argumentaire marketing de Wattpad. Son mandat, c'est très clairement de rassembler en un seul endroit des lecteurs assidus et des auteurs qui auraient auparavant été isolés, soit sur leur blog, soit sur les réseaux sociaux, noyés en fait dans la masse des productions qui se trouvent sur les réseaux, dans le flux rapide des actualités. Donc sur le site, c'est un élément important, les fonctions de recherche comme les recommandations sont presque exclusivement basées sur des critères de notoriété. C'est-à-dire que plus vous êtes lu, plus vous êtes lu, plus vous êtes partagé, plus vous êtes partagé. Et finalement, tout tourne autour des utilisateurs les plus appréciés. Donc, pour Wattpad, tout est question de popularité. Et son directeur de la communication claironne en permanence que déjà une centaine d'utilisateurs auraient signé un contrat avec une maison d'édition. Wattpad donc, base sa communication sur ce mythe 50 Shades of Grey. Il faut noter aussi que sur Wattpad, la publication et la lecture sont gratuites. Seulement aux auteurs les plus lus et sélectionnés par Wattpad sont offerts la possibilité d'être rémunérés en insérant des publicités, des annonces publicitaires entre leurs chapitres. Celles-ci, il faut le savoir, ont néanmoins préalablement fait l'objet d'accords avec le site, avec Wattpad, qui bien sûr se finance au passage. Donc, l'égérie de Wattpad et sa plus grande success story, c'est Anna Todd. Alors, Anna Todd, c'est une jeune Texane de 26 ans qui raconte avoir rédigé une grande partie des 2500 pages de son roman d'amour sur son téléphone cellulaire. Alors, Anna Todd, fin 2013, elle a 18 ans, elle est mariée à un militaire qui est parti en mission en Irak et elle s'ennuie profondément. Elle décide donc de publier un premier chapitre d'un récit qui consiste en une fanfiction inspirée de Harry Styles, qui est un des chanteurs du boys band One Direction. Alors, je ne sais pas si vous connaissez One Direction. Harry Styles, c'est le petit brun là, qui est à droite en haut. Voilà.
Donc, à mi-chemin entre Twilight et Léo de Hurlevent, After finalement raconte une histoire tumultueuse, celle de Tessa Young, qui est une étudiante en littérature qui va tomber follement amoureuse d'Ardin Scott, qui est une version de ce fameux Harry Styles. Et Ardin Scott est bien sûr l'image type du bad boy. Et je ne peux pas me priver de vous lire un extrait. Dès notre première rencontre, Ardin a changé ma vie comme aucune classe préparatoire, aucun travail n'aurait pu le faire. Ces films que je regardais ado sont rapidement devenus ma vie, ces scénarios débiles, ma réalité. Sous le pseudonyme d'Imaginator 1DX, je ne me suis jamais expliqué pourquoi, Anna Todd publie donc son roman Fleuve, un chapitre après l'autre, et pour cela, elle use savamment de Twitter et d'Instagram pour relayer toutes ses publications. Devant son succès sur Wattpad, où ses premiers textes sont quand même consultés 1 milliard de fois. Le roman est édité par Simon & Schuster aux États-Unis en octobre 2014, et puis en France par Hugo et compagnie, qui n'en rate pas une, en 2015. Anna Todd, c'est une excellente community manager, et c'est cela en partie qui a contribué à la réussite commerciale de ses livres. Elle excelle en effet dans ce qu'on appelle le design de la visibilité. Alors, c'est un terme que j'emprunte à Dominique Cardon. Et dans le cadre de ce design de la visibilité, l'internaute finalement met en scène son identité numérique sur les réseaux. C'est cette tendance-là, le marketing l'aura repris, l'aura récupéré pour en faire ce qu'on appelle le personal branding, soit le devenir marque de l'individu. La campagne d'Anna Todd, à ce titre, elle aura porté ses fruits, puisqu'After a été acheté par 26 pays et les droits d'adaptation au cinéma ont été acquis par Paramount. Le film est en cours de production. L'exemple d'Anna Todd démontre plusieurs choses. D'une part, qu'Internet et ses productions amateurs forment un vivier de potentiels best-sellers pour les éditeurs qui s'intéressent finalement plus à leur lectorat déjà constitué via les blogs, les réseaux sociaux et les plateformes d'autopublication, qui s'intéressent plus à ça qu'à la qualité littéraire de leurs textes. D'autre part, ils démontrent, à l'instar de la démultiplication des plateformes d'autopublication, qu'un des corollaires de cette automédiation, de ce design de la visibilité, semble être l'industrialisation de cette automédiation. Et l'automédiation même de leur production par les amateurs, finalement, devient en effet une source de profit pour les entreprises. Et donc, parce qu'After est issu d'une fanfiction et que, d'ailleurs, dans After, les scènes érotiques y sont assez nombreuses, il est souvent comparé à 50 Shades of Grey. Mais finalement, ce qui les rassemble, c'est surtout leur processus d'automédiation. Alors, ce processus d'automédiation, il a effectué d'abord par les auteurs amateurs, donc dans un premier temps, puis ensuite repris dans les médias, et enfin, il est orchestré par les éditeurs papier, et donc c'est cela qui fait qu'on peut mettre en parallèle 50 Shades et After. Les lectorats de 50 Shades et de After se sont en effet principalement construits donc, sur les réseaux sociaux et au sein des communautés de fans. After, à l'instar de 50 Shades of Grey, est le fruit d'un buzz plus que d'une consécration littéraire. Anna Todd n'est pas dupe d'ailleurs, elle se définit moins comme une écrivaine que comme une conteuse d'histoires hyper connectées. Et là, je la cite. Sa reconnaissance en tant qu'autrice ne provient pas d'un succès critique. Les journaux et médias se sont d'ailleurs toujours plus attachés au phénomène éditorial qu'au contenu même de son livre, si ce n'est d'ailleurs pour en souligner le caractère complètement stéréotypé. Sa reconnaissance, elle tient plutôt à son grand nombre de lecteurs assidus. Ceux-ci l'ont encouragé, ont massivement relayé ses écrits, alors d'abord au sein des communautés, alors dans le cas d'Anna Todd, d'abord au sein de la communauté de fans de One Direction, ce qui est énorme, on ne peut pas s'en douter, mais c'est énorme, donc de cette communauté-là à laquelle appartenait Todd, puis ensuite plus largement à l'intérieur de celle des lecteurs et des auteurs de Wattpad. Donc c'est donc la prescription de toutes ces communautés-là, rassemblées, qui aura permis à Todd, mais aussi à Caroline Calloway, mais aussi à E.L. James, d'être remarqués par un éditeur.
La légitimité de l'auteur amateur repose ainsi sur des mécanismes inhérents à la culture de fan, que nous avons abordé en première partie de cette conférence, qui fait que la boucle se boucle. Donc certains, à l'image de Jenkins que j'ai cité au tout début, se réjouiront de ce décentrement, de ce retour de l'expression populaire face à des critiques dont les goûts seraient finalement déphasés avec ceux de la majorité de la population, entérinant ainsi la prédiction de la journaliste Alexandra Molotko dans un article qu'elle a écrit pour le New York Times, pour qui le populisme est le nouveau modèle du cool, les élitistes sont les nouveaux ringards. À savoir de quel côté vous vous situez. D'autres seront choqués, peut-être, que je compare Calloway à Rousseau ou ait affirmé la littérarité de sa pratique d'écriture. L'histoire littéraire, encore une fois, nous apporterait peut-être quelques pistes de réflexion, dès lors qu'on rappelle que Balzac et Victor Hugo étaient en leur temps des succès populaires et des auteurs de best-sellers. Et ce, bien avant d'être reconnus comme les auteurs canoniques qu'ils sont actuellement. Je dis ça seulement comme ça. Les pratiques d'écriture des amateurs sur le web nous permettent ainsi de repenser ce qui fait littérature. Elles permettent d'interroger toute la complexité de ce qui permet à un texte de devenir œuvre littéraire. Les exemples abordés ce soir, en fait, montrent à quel point le web est un espace de création, un espace libre, populaire, tout en étant en même temps le royaume de la récupération, du marketing, et où les intérêts financiers prévalent. Donc, de prime abord, on peut en effet percevoir les écrits amateurs sur le web comme une pratique littéraire qui serait émancipée des contraintes éditoriales que d'aucuns qualifieraient d'élitistes, telles qu'elles sont par exemple liées au choix des thèmes abordés ou à un usage que je qualifierais supérieur de la langue. Le web, alors, serait perçu comme cet espace donc littéraire démocratique, pour ne pas dire libertaire, où tout le monde peut écrire et lire tout, gratuitement, partout, tout le temps. Néanmoins, une telle vision du web demeure pour le moins idéaliste, notamment à l'aune des processus de récupération donc, par les industries culturelles et les industries web qu'on a pu mettre en exergue ce soir. Donc on a abordé ceux de Wattpad, mais j'aurais pu tout aussi bien parler d'Amazon, qui consiste également en un vaste sujet. Les productions amateurs ne font ainsi pas exception finalement au mécanisme de la distinction chère à Pierre Bourdieu, de même qu'à la puissance d'appropriation du capitalisme. Donc, les exemples de success stories qui contribuent à ce que nous avons appelé le mythe 50 Shades of Grey ne sont alors finalement que l'arbre qui cacherait la forêt de l'exploitation des amateurs sur le web par tous les acteurs technico-économiques de ce monde. En 2004, Evelyne Broudou, qui s'appuie sur une étude appelée Amateur to Amateur, commandée par l'institution Cato, elle le démontrait déjà, les amateurs génèrent de la valeur. En effet, sauf quelques exceptions brandies comme une sorte de muleta par Wattpad, et je ne cite que lui, la grande majorité des amateurs ne retireront aucun profit financier de leurs écrits, contrairement aux plateformes qui les hébergent. Donc cela se fait d'ailleurs au détriment des acteurs traditionnels de la culture, comme les éditeurs ou les libraires. De plus, à l'instar de la rhétorique des plateformes d'autopublication comme Wattpad, les succès éditoriaux portent à faire croire, et là je cite Sylvie Ducat dans un article que je vous conseille ardemment, les succès éditoriaux portent à faire croire au plus grand nombre que le succès sanctionne nécessairement du talent et de la qualité, et que la reconnaissance littéraire se mesure au simple chiffre de vente. Donc cette suprématie de la notoriété de l'œuvre, au détriment de l'œuvre elle-même, est pour le moins problématique. L'exemple d'Anatode, je crois, l'aura démontré. Donc, en ce qui concerne les contenus de ces œuvres, il faut bien dire que notre récit Instagram, comme les fanfictions, ne sont, sauf rare exception, que des réécritures de scénarios maintes fois lus et relus, et vus surtout, pleines de poncifs. Leurs structures narratives sont des reprises de celles très usées des feuilletons ou des séries télévisées, massivement influencées donc par les produits mainstream. Et le nombre écrasant de fanfictions sur Harry Potter ou Twilight le prouve, de même que la surreprésentation de ces genres de la littérature populaire que sont la chick lit ou la beat lit. Donc,
point de subversion réelle dans le contenu des écrits amateurs étudiés ce soir, sinon peut-être une certaine forme de répétition des recettes scénaristiques, mais aussi discursives des industries culturelles. Les pratiques amateurs sur le web semblent ainsi jouer une tension que nous retrouvons depuis des décennies dans les débats autour de la paralittérature, de la littérature populaire, en suivant ces logiques d'exclusion et d'évaluation. Et c'est au XIXe siècle que commencent finalement à s'opposer les régimes de production de la littérature industrielle et celle de la littérature dite élitaire. Et quand bien même sur un nouveau support, finalement, les pratiques d'écriture sur le web ne font que réitérer finalement un débat historique. Et c'est pour ça que je vous ai proposé ce parallèle ce soir avec le roman feuilleton du XIXe siècle, et j'espère en avoir proposé quelques jalons. Et le fait qu'à l'image des romans populaires du XIXe siècle et son lectorat féminin, ces écrits soient aussi majoritairement rédigés par des écrivaines et destinés à des lectrices, n'aide sans doute pas à sa légitimation. Ceci étant dit. Les productions amateurs rejouent alors le duel entre une légitimité esthétique et une légitimité industrielle, lesquelles ne peuvent pas, on le sait, s'opposer finalement si facilement. Il existe en effet tout un spectre entre cette littérature idéale, à la langue soignée, d'un genre noble, savamment composée et présentée par un éditeur reconnu, produite par un auteur légitimé, et de l'autre côté, une littérature de masse destinée uniquement à satisfaire les attentes du public, au contenu standardisé, créé seulement dans un souci de rentabilité. Et donc c'est dans ce même spectre que s'inscrivent, pour moi, les pratiques d'écriture amateur.